Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Digital Turbine? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives qu'on appelle généralement, vulgairement, analyses fondamentales, comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous recevez deux notes d'entreprise ici, enfin deux notes d'analyse d'entreprise sous-évaluées selon moi, d'accord, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes s'il y a lieu, d'accord. C'est-à-dire que si le scénario de départ est toujours d'actualité, peut-être 2 fois par an, on fera une mise à jour de ces entreprises-là, d'accord. Donc, ici, ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement sur ces entreprises-là. Donc, les notes que je présente ici sont essentiellement basées sur mes lectures. Maintenant, on débat, ok. Si vous avez des questions, on y répond. Si l'entreprise vous intéresse et que vous avez décidé de l'acheter, c'est parce que vous-même, vous êtes fier à vos propres analyses, d'accord. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, on est là pour y répondre du mieux possible. Maintenant, Digital Turbine ici, pour faire simple, hein, il y a un excellent article ici dans le comment on appelle ça, le site web que j'aime bien, Zone Bourse, d'accord. Un excellent article qui décrit bien ce que fait la compagnie. Sensiblement, c'est simple. Quand vous achetez un nouveau téléphone ici, vous avez des applications ici préinstallées. Alors, pour que ces applications-là soient préinstallées, il a fallu qu'il y ait, voilà, il y a comment on appelle ça, Digital Turbine est à peu près le middleman, donc le broker, la relation entre la personne qui vend le téléphone, non, généralement les opérateurs téléphoniques ici, les opérateurs télécoms ici, ainsi que comment on appelle ça, ceux qui ont les applications, d'accord, donc les vendeurs d'applications ici. Imaginez que j'ai un téléphone, un iPhone présentement et que je suis entre parenthèses chez, disons, Free, ou bien chez Orange à la fin de la journée, ou bien chez n'importe quel opérateur, dépendamment du pays dans lequel vous êtes, ou bien chez TELUS, comme vous voulez, ok. Donc, imaginez que je suis chez Free, j'achète un nouveau téléphone, à l'intérieur du téléphone, je trouve une application comme, par exemple, comme Candy Crush. Candy Crush appartient à qui? Activision. C'est-à-dire que Activision a payé, a donné de l'argent ici à la compagnie qu'on appelle Digital Turbine pour que celle-ci puisse permettre à ce que les jeux Candy Crush soient installés dans le maximum de téléphones possible ici chez les opérateurs qu'on appelle, chez l'opérateur qu'on appelle par exemple Free. Donc, Activision paye à Digital Turbine et Digital Turbine partage ici les bénéfices ou bien les revenus ici avec l'opérateur télécom. Donc tout le monde gagne sur la chaîne de valeur aussi. Moi, la personne qui vend la personne qui a l'application de moi Activision, j'ai de plus en plus de personnes qui auront le jeu vidéo installé sur leur téléphone mobile et vous, l'opérateur, c'est des revenus supplémentaires et moi, le broker, bah, j'ai fait mon travail. Donc plus le nombre de téléphones, plus le volume de téléphone augmente avec les applications, mieux c'est pour moi. Ok? Donc, c'est à peu près ça, pour faire simple, ok? Donc, ici, la première chose qu'on regarde, c'est le revenu. En termes de revenu, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une croissance du revenu ici? Oui, on a une croissance du revenu. Ok, je rappelle ici, ça c'est sous les 12 derniers mois ici. Pourquoi est-ce qu'il y a une croissance du revenu? C'est la question qu'on se pose généralement. Comme je l'ai toujours dit, c'est bien la croissance, mais il faut connaître la source de la croissance ici. D'accord? Et la qualité même de cette croissance. Ici, on voit c'est une croissance également par acquisition. D'accord? Donc, vous pouvez constater ici qu'on a fait une grosse acquisition à partir de cette période-ci. C'est la raison pour laquelle on a des volumes aussi élevés. Donc, croissance-acquisition. Est-ce qu'il y a une croissance également organique? Il faudra aller vérifier dans les rapports financiers. Maintenant, en termes de marge brute, est-ce que nous avons une marge brute qui va dans le même sens que qui est au moins stable? Parce que c'est bien d'avoir de la croissance, mais est-ce que cette croissance-là vient avec des marges assez élevées ou bien des marges stables en termes de marge brute, bien sûr? Ici, on voit que, bon, ça augmente un tout petit peu depuis 2018. C'est une bonne chose, ok? On a quand même entre 33 et 49%, il y a quand même une bonne grosse différence. Donc, les marges brutes augmentent de plus en plus. C'est une bonne chose. Est-ce que maintenant, tout revenu supplémentaire va entraîner des marges supplémentaires? Point d'interrogation. Donc, ça reste ici un logiciel, etc. Enfin, techniquement, ça reste ici, voilà, il n'y a pas de dépenses en capital énorme ici. Donc, sans doute, on pourra avoir quelque chose des marges de plus en plus élevées dans le futur. Mais vous voyez qu'il y a un certain historique ici dans cette compagnie-ci. Donc, pourquoi est-ce que les marges ont baissé par le passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce que présentement, il y a un nouveau changement? Est-ce que le business model a changé, etc. Voilà les questions qu'on se pose. Qui est notre plus gros client également? Vu qu'on traite avec les opérateurs, c'est également important de diversifier ici nos clients. Donc, si on a Verizon et AT&T uniquement comme gros clients, vous savez, c'est à peu près difficile ici. Donc, dans le sens où est-ce que Verizon ou bien AT&T, est-ce qu'ils ne vont pas vouloir passer au-dessus de nous? Donc, attention, je ne sais pas si Verizon ou AT&T sont ses clients. Je vous donne à peu près des pistes ici pour aller chercher un tout petit peu en profondeur. Maintenant, on regarde ici les net income. Donc, attention, avant d'arriver au net income, les revenus.
Vu qu'on parle de revenus et qu'on est au niveau des revenus ici, je vais déjà vérifier. Les analystes s'attendent à combien pour les 12 prochains mois? Actuellement, ici, l'année fiscale se termine, je pense, légèrement au mois de juin. Donc là, on est déjà sur l'année fiscale 2023 qui va se terminer au mois de juin 2023 ici. Donc, ils s'attendent ici à avoir à peu près des revenus en cette année fiscale 2023 aux alentours de 625 millions. OK. Donc, actuellement, on a 709 millions. C'est-à-dire qu'on aura des revenus de moins en moins élevés par rapport aux périodes précédentes. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Et il faut également voir ici que les analystes n'ont pas toujours raison. Ça reste ici une estimation. Mais on peut déjà constater ici qu'au mois de décembre 2022, quand on compare les revenus ici par rapport au mois de décembre 2021, on voit une décroissance. Vous constatez, d'accord? Quand on va regarder ça ici, quand on va regarder ça en un an, vous pouvez voir ici qu'avant on avait 200 millions, là on se retrouve à 162 millions. Pourquoi est-ce qu'on a une décroissance? Voilà les questions qu'on doit se poser, d'accord? Donc, ici, les analystes s'attendent à combien, comme je l'ai dit, mentionné ici, par rapport à 2023 ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir aux alentours de, bon, je prends ici à vue d'œil, hein, donc on s'attend à peu près à avoir ici aux alentours de 640 millions par là. Attention, vous constatez que c'est une pente descendante, donc ça dit qu'ils sont de moins en moins optimistes. OK? Ça, c'est 2023. Vu ici qu'on avait une compagnie en croissance qui fait des acquisitions, etc., essayons de regarder en N+3, donc c'est-à-dire d'ici 2026. Est-ce que nous aurons une croissance des revenus? Sensiblement, oui, mais pas aussi élevée que, voilà, on aura plutôt une stagnation à moins. Enfin, c'est quand même 800 millions par là, on ne peut pas dire que c'est une stagnation par là. Donc, essayons de regarder à peu près en année N+2. Voilà, N+2, donc c'est-à-dire que d'ici 2025, OK? Donc, on prend ça. On regarde ici, N+2, on constate qu'en N+2, on a à peu près, voilà, quelque chose comme 600, 700 millions par là. OK, donc on s'attend à peu près à avoir des années 2023, 2024 à peu près stables. Et à partir de 2025, on aura une accélération. C'est ce qui est prévu. C'est selon les prévisions. Est-ce que ça va arriver? Point d'interrogation. Moi, déjà, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une baisse par rapport aux estimations ici. D'accord? Maintenant, ça, c'est correct. Qu'est-ce qu'on va voir en supplément ici? Vu que nous avons une compagnie ici qui est... enfin, je dirais, est-ce qu'en termes de rentabilité, nous avons quelque chose d'assez consistant dans le passé? Je prends les deux ici. Donc, je prends le net income et les free cash flow. Je les mets sur le même graphique. J'essaie de comparer, je vois ici que les net income, les free cash flow sont généralement plus élevés. Enfin, ils vont dans le même sens, on va le dire ici, mais sur les dernières années, donc depuis 2021 ici, depuis 2022 ici, les free cash flow sont plus élevés. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Allez-y, regardez quelle est la différence entre ces deux éléments-ci. Maintenant, si on choisit prendre les net income ici ou les free cash flow, j'ai un tout petit peu regardé sur l'entreprise. Je vois ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income, même s'il y a quelques petits ajustements qu'on peut faire ici. Elle a une dépense en capital qui n'est pas très élevée. Donc, on pourrait se fier, entre parenthèses, sur les free cash flow. OK? Mais maintenant, vu que sur l'outil Coifin, je n'ai pas comment on appelle ça? Je n'ai pas les marges de free cash flow. Je dois guesstimer les marges de free cash flow ici. Donc, généralement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre directement ce que pensent les analystes en 2023. D'accord? Comme je l'ai dit, même s'il y a de la croissance ici, je préfère prendre en considération ce que pensent les analystes par rapport au free cash flow. D'accord? Uniquement sur les 12 prochains mois. D'accord? Toute croissance supplémentaire, ça sera un bonus pour moi. L'essentiel pour moi, c'est d'acheter une compagnie, même s'il y a de la croissance, à un prix qui n'inclut pas la croissance. Toujours, on vérifie le nombre d'analyses qu'on a sur le dossier ici. Donc, par rapport aux 12 prochains mois, je vous laisse aller faire ça ici. Donc, ici, on prend 2023. Les analystes s'attendent à peu près à avoir 111 millions par là en termes de free cash flow. OK. 111 millions. On va le garder comme ça. Est-ce qu'en année N+2, on s'attend à avoir quelque chose de plus élevé vu que les revenus sont à peu près également stables ici? Donc, on prend ça, average, deuxième. Oui, un tout petit peu plus élevé en 2000. Donc, vous pouvez déjà voir ici que les free cash flow ont tendance à augmenter. C'est bien, tant mieux si c'est le cas. Mais déjà, vous voyez qu'avant, on s'attendait à 450 millions. Là, on est déjà à 100 millions. Donc, vous voyez que c'est une dégringolade. Pourquoi? Rien n'exclut que ça continue à baisser. Faites très attention. C'est pour ça que je dis toujours, ça c'est la partie quantitative. Et je te rappelle toujours que la partie quantitative, c'est la partie la plus facile. D'accord, mais celle également qui est très importante parce que ça vous permet ici de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. En termes de prévision ici, le management s'attend à quoi? Si le management ici est moins optimiste pour le futur, pourquoi? Est-ce qu'il y a un contrat qui arrive à expiration? Comment est-ce que sont signés? Comment est-ce que nos relations sont faites par rapport aux différents opérateurs ici? Donc, c'est important. OK? Moi, je prends 111 millions ici. D'accord? Maintenant, en termes de free cash flow. Alors, en termes de PER, vu que j'ai pris les free cash flow ici, je devrais prendre les price to free cash flow ici pour comparer. Donc, idéalement, ici, quand on va regarder, vous allez voir que les price to free cash flow vont avoir tendance à fluctuer. Normalement, c'est une nouvelle. On ne va pas payer 70 fois les bénéfices non plus. Sur les dernières années, c'est également 70 fois. Sur les 3 dernières années, c'est également 85 fois. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire grand-chose avec les free cash flow ici. Donc, on va faire une certaine estimation pour les free cash flow. Je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. OK? Et là, je suis même trop gentil. Donc, je prendrai des PER de 15,
17 et 20. Et je rappelle généralement que les PER ici, le PER ici, c'est un rendement. OK? Donc, je ne vais pas revenir dessus. Allez-y, regardez ici sur Internet. Déconstruisez le PER ici. Donc, je ne prends pas les PER de 20 fois les bénéfices juste pour prendre 20 fois les bénéfices. Dites-vous ici qu'en prenant 20 fois les bénéfices, ça veut dire que si l'entreprise me verse la totalité des bénéfices nets ici, en dividende, j'aurai 5% de rendement. Point. On s'arrête là, on continue. Maintenant, en termes de valorisation ici, qu'est-ce qu'on fait? En termes de valorisation ici, vu qu'on a 111 millions en termes de free cash flow attendu, je vais passer directement ici sur l'outil Finbox. Donc, sur Finbox ici, je vais prendre ici 17, je vais prendre ici 15, d'accord, 20, non, 15, 17 et 20 fois les bénéfices. OK, 20 fois les bénéfices. Maintenant, on va prendre 111 millions ici. Même si on s'attend à avoir des free cash flow plus élevés dans le futur, au moins, vous remarquez qu'on a une décroissance. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut baisser ici, parce que là, quand on analyse cette compagnie ici, on n'a aucune connaissance du business model ici. D'accord, ça c'est sur le plan quantitatif. J'essaie de regarder si les chiffres ici me plaisent. Je peux continuer à aller regarder plus loin que ça. Actuellement, je vois que nous avons une compagnie qui est en croissance présentement. Elle s'autofinance, elle est encore de petite taille maintenant, donc la taille de l'entreprise va m'intéresser également. Bref, ici, en termes d'évaluation, je dirais que cette entreprise-ci est correctement évaluée. D'accord? Si on se situe aux alentours de 17 fois les bénéfices, en prenant en considération les free cash flow de la fin de cette année-ci, on est correctement évalué en date de d'aujourd'hui. Je sais que vous voyez une sous-évaluation ici de 25%, mais moi j'appelle ça correctement évalué. OK? Donc maintenant, si croissance future il y a, ou bien augmentation des multiples ici, d'accord, on aura tendance à avoir un prix plus élevé que ça. OK, donc maintenant, ça va dépendre de vos connaissances de l'entreprise, la taille du marché, la moralité du management ici, si le management est compétent, etc. D'accord? Donc, ici, ça peut être intéressant comme point de départ. D'accord? Ça peut être intéressant comme point de départ. Idéalement, si j'étais obligé d'acheter cette compagnie sans date de jour, je n'aurais pas payé plus de 15 fois les bénéfices, notamment parce que, voilà, le business model semble être intéressant, d'accord? Mais il faut approfondir un tout petit peu. Donc, je serais à l'aise à payer du 20 fois les bénéfices si la croissance est soutenue dans le futur, etc. Mais actuellement, en date d'aujourd'hui, on ne me demande pas de payer. Je peux faire le choix de l'acheter à 13 $ l'action. Et on cote à combien? On cote à 12 $ l'action par là. Donc l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et encore une fois, le multiple ici demandé est un multiple assez gentil parce que ça représente à peu près 7% de rendement. Si on distribue la totalité des free cash flow, je rappelle ici que comment j'arrive à 7%. Enfin, techniquement, ici, comment est-ce que je pense que c'est 6 points et poussière. Donc je fais 100 divisé par 15. Ça me donne ici au total aux alentours ici de 6,66% ici. Donc, je n'ai pas regardé la dette nette ici. On aurait pu le faire ici, mais parce que ça a été fait directement à ce niveau. Donc, quand on enlève la dette nette, etc., on arrive à peu près à cette valorisation-là. D'accord? Donc, ça peut être intéressant au prix actuel. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, c'est un business que je vais acheter? Je dirais non, personnellement non, parce que voilà, je pense que voilà, c'est pas une entreprise que je connais en profondeur ici, donc c'est pour ça que je dis non pour le moment, mais c'est intéressant ce que j'ai pu voir ici, mais on peut déjà voir ici quel type d'entreprise on a. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, d'accord? Donc comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, mais le prix actuel est intéressant maintenant, ça va dépendre de l'approfondissement ici de nos recherches. Donc n'hésitez pas à nous retrouver ici sur le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter où on partage généralement des analyses sectorielles gratuites, d'accord? Donc le lien ou bien les liens sont dans la description de la vidéo ici. Et je rappelle toujours que l'application que j'utilise s'appelle Koyfin. Koyfin. Comme ça, parce que j'ai toujours la même question tous les jours. Koyfin. Bon, je vais le mettre en description de la vidéo. Ça va être plus simple comme ça. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.